Ouais, ouais. C'est moi qui t'entends. Ah, Oui, je t'entends bien. Ouais, c'est bon. Je voudrais revenir sur ton année de break, de césure, après tes deux premières années, donc où tu as voilà, expérimenté la vente de tes premiers produits. Ça n'a pas été compliqué, enfin, comment ça a été que de revenir à l'école, de revenir au cours après cette année? Est-ce que ça a été difficile? alors oui, ça a été assez difficile, si je peux me permettre. Tout simplement parce qu'effectivement, j'avais déjà cassé un peu avec la mentalité des étudiants. Je m'assumais, j'allais vendre déjà mes produits. J'avais un produit qui était déjà un peu à ce moment-là, on commençait à intéresser des belles enseignes, notamment liées à la Lafayette à cette époque-là. Donc oui, j'étais un peu frustré, mais très vite, je me suis quand même rendu compte que cette troisième année-là, cette dernière année centrale, était quand même cruciale parce que derrière, j'avais la filière entrepreneur, j'avais l'option où on suit des cours théoriques qui portaient sur le génie industriel. Et lors de ce génie industriel-là, pour la petite anecdote, ça nous a permis de visiter quelques entrepôts, dans les entrepôts de Carrefour qu'on livre depuis quelques semaines. Donc je me souviens effectivement à cette époque-là, mes camarades me faisaient une blague, est-ce que demain je vais livrer un entrepôt de Carrefour? Bon, certains rigolaient, mais aujourd'hui on les livre. Donc oui, ça a quand même permis de comprendre quelques aspects essentiels au niveau de la logistique, de voir comment ça peut fonctionner, de comprendre effectivement ces aspects-là, c'est quand même assez essentiel, c'était assez essentiel dans l'activité. Donc oui, j'avais une frustration effectivement de ne plus pouvoir aller voir mes clients, ils m'ont beaucoup moins. Mais très vite, je me suis dit, j'avais juste 6 mois de cours. Pendant ces 6 mois-là, j'essaye voilà, de pas trop faire de vagues, histoire d'avoir mon diplôme tranquillement. Et après, de toute façon, on avait 6 mois qui étaient consacrés uniquement au projet entrepreneurial, vu qu'en parallèle, je suivais une filière entrepreneur. Et donc, effectivement, là, il faut encore souligner effectivement, le rôle d'une école comme centrale, où derrière, on peut faire effectivement ce double cursus-là et qui était assez adapté. C'est vrai que de plus en plus, on a les statuts étudiants-entrepreneurs où les élèves effectivement peuvent consacrer des années de césure à leur projet. Donc je pense que ça m'a permis de prendre un peu de recul sur le projet, ça m'a permis de construire ma gamme parce que pendant l'année de césure, je n'avais un seul produit. Donc j'ai construit en fait ma gamme pendant cette année-là. Ça m'a aussi permis de commencer à rechercher des potentiels partenaires investisseurs. Donc je pense que ça a été un recul nécessaire et utile pour me permettre de me lancer correctement. Je pense que je dirais ça. Et quand tu t'es lancé, enfin quand tu étais encore étudiant, quand tu as démarré, donc cette année de césure et donc pour lancer ta boîte, comment ça a démarré? Parce que bon, j'ai une idée, j'ai une boîte, mais il faut mettre un petit peu d'argent, il faut développer. Comment tout ça s'est enclenché concrètement en fait sur cette année de césure? Alors concrètement, le projet, ce qu'on appelait les projets innovation à l'école, tout commence en septembre 2012 où je reviens du Cameroun après mes vacances et je me dis bingo, je vais effectivement essayer de vendre des boissons et des hibiscus. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et il faut voir qu'au tout début, vu que j'étais seul, le projet ne pouvait pas être validé. Il n'était pas validé parce qu'un seul étudiant ne pouvait pas mener un projet innovation. C'est un projet qui se travaillait en équipe. Donc là, je fais envoyer un mail à toute la promo où on me dit, s'il vous plaît, Yvan, il est seul, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le rejoindre? Donc, par chance, il y a un de mes camarades effectivement, avec qui on avait fait la prépa à Stanislas qui me rejoint. Mais malheureusement, le projet ne décolle pas parce qu'effectivement, on n'a pas de recette, parce que lui, il va aller aux États-Unis, donc il n'est pas très impliqué à ce moment-là dans la poursuite du projet. C'est en janvier 2013, en fait, lorsque je fais un pitch devant monsieur Olivier Galzi, qui est journaliste à ITV. Là, en fait, devant une amphi de 300 à 400 personnes, c'est là en fait que je commence à m'intéresser et recruter 6 personnes en fait, qui vont travailler avec moi sur le projet et qui au final vont me permettre de façonner le début de l'identité de marque. Ils vont me permettre d'avoir une étiquette, d'avoir une recette parce qu'on fait du porte-à-porte, on fait goûter nos recettes aux étudiants. Et en août 2013, je me suis décidé à me lancer. Donc je demande à l'école de faire une année de césure, mais je n'avais pas d'argent. Donc à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que je sais faire de mieux. Je donne des cours particuliers pendant ce même mois d'août, et c'était juillet-août, je donne des cours particuliers, chose invraisemblable, parce qu'à cette période-là, les enfants sont en vacances, donc j'ai eu de la chance. Donc je donne des cours particuliers de maths, et ça me permet de compléter au final ce qui me manquait pour me lancer. Nous sommes comme 3 000 euros, 3 500 euros de mémoire.
Et donc là, je lance la production de mes premières bouteilles et aussi je n'avais pas d'embouteilleur. Donc c'est justement suite à ce pitch, je monte dans le RERB et là je rencontre un de mes camarades qui me demande mais où en est ton projet, tu nous avais bien fait marrer cette fois-là en amphi. Et là je lui dis bah, écoute, j'ai pas d'embouteilleur, je veux bien le faire et tout. Et là il me recommande en fait un entrepreneur qui intervenait souvent à l'école. Et il se trouve que cet entrepreneur-là connaissait un entrepreneur qui avait revendu sa boîte de boissons à Danone. Donc lui, il connaissait les embouteilleurs. Et c'est comme ça que je me retrouve avec mon contact de mon embouteilleur. Donc on va dire que ça s'est un peu fait par le hasard des rencontres et aussi quand même avec la conviction, cette conviction, cette énergie-là que je voulais vraiment en fait le faire. Parce que j'ai eu plusieurs fois l'envie d'arrêter parce qu'effectivement il y avait des obstacles. Il y avait l'obstacle administratif vis-à-vis de l'école. Parce qu'effectivement c'était compliqué il fallait avoir de bonnes notes pour qu'ils puissent me laisser comme ça en césure au final à travailler sur mon projet entrepreneurial parce qu'à l'époque il fallait voir, on était en 2013, c'était pas courant, je devais être le premier ou deuxième élève à avoir tenté ça, donc c'était un peu, ils ne comprenaient pas trop. Et aussi il y avait cet obstacle financier qu'il fallait surmonter, là du coup j'ai dû me débrouiller avec des cours particuliers de maths. Et après, derrière, il fallait effectivement trouver un obstacle au final opérationnel ou industriel pour trouver un embouteilleur. Donc je trouve mon embouteilleur et c'est là où je fais mes premières palettes. Après, il faut voir qu'on est dans un business de volume. Et j'ai vu que l'agroalimentaire, ça se base quand même sur la confiance. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de porte-à-porte pour avoir les premiers clients, pour faire goûter et tout. Donc il y a une pédagogie quand même qui est assez importante à faire sur ce type de produit-là. En plus, quand on revendique une identité qui peut paraître étrange, que des personnes peuvent ne pas tout à fait comprendre, il faut prendre beaucoup de temps, il faut être patient. Et c'est justement au travers de cette patience-là qu'on peut construire une communauté de marques qui va comprendre, en fait, qui va se fédérer autour des valeurs en fait, qu'on porte. Et il a fallu être vraiment patient, en tout cas, pendant cette année de césure-là. Et c'est pendant cette année de césure que justement je gagne le concours Petit Pousset, qui est destiné aux initiatives entrepreneuriales et étudiantes. Et qui finalement, Petit Pousset va s'avérer être l'un de mes premiers investisseurs. Donc on va dire que cette césure-là était importante parce qu'il fallait se lancer. Je n'avais aucune certitude. Il n'y avait aucune certitude que je pouvais me vendre une seule bouteille. Il faut voir qu'on est dans quelque chose de totalement nouveau, dans un marché au final que je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais pas le marché de la restauration, le marché de la boisson, puisque j'ai fait une formation d'ingénieur où je faisais que des maths, de la physique, ce genre de choses. Donc je ne connaissais absolument rien. Je me suis lancé comme ça un peu. Voilà. Mon premier client, c'est le 17e, Miss Green. Et je me souviens, je déambulais dans les rues de Paris, dans le 17e, et là je vois un restaurant ouvert, et elle est fermée, je cours, je lui donne une bouteille, je lui dis goûtez, si ça vous plaît, vous me rappelez. Et elle me rappelle 2 jours après pour me dire qu'elle voulait une caisse. Donc c'est comme ça, je vends mes premiers cartons, je suis très très content. Et ainsi de suite, toujours au porte-à-porte. Voilà, en marchant dans Paris, en regardant des restaurants, en leur proposant le produit à la fin de leur service. Il y en a effectivement qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Donc j'ai vraiment découvert en fait l'entrepreneuriat comme ça, du moins le commerce, parce que justement entre les années de prépa et les premières années d'ingénieur, je n'avais pas eu d'expérience commerciale. Parce qu'au final, l'entrepreneuriat, c'est au final d'abord vendre son produit. Et derrière ça, c'est savoir articuler sa promesse, la promesse qui va faire qu'on va fidéliser, qu'on va s'adresser au bon public. Donc ça en fait on va dire que je l'ai appris un peu au fil de l'eau, mais j'étais très naïf et si peut-être en sachant le chemin que c'est, je ne sais pas si je le savais avant, je ne sais pas si je me serais lancé parce qu'il faut quand même un peu une part de naïveté pour essayer de se lancer dans des projets où au final il y a très peu de petites PME, il n'y a que des grands groupes. Il y a quand même des PME assez solides comme Michel Augustin qui ont démarré un peu tout doucement, mais se lancer étant étudiant avec très peu de moyens dans ce genre d'activité qui au final c'est une activité industrielle parce qu'il faut pouvoir produire de façon répétée un produit de qualité conforme et qui ne varie pas. Il faut pouvoir fidéliser les clients, il faut pouvoir livrer énormément de magasins sans recul ou en étant performant. C'est une activité industrielle. Et ça, je ne le savais pas tout à fait. Voilà. Donc, on va dire que je me suis lancé dans une activité industrielle, peut-être parce que j'ai souvent voulu faire les choses de mes grands frères. Quand j'étais petit, je voulais toujours essayer d'imiter mes grands frères, je ne sais pas. Mais
voilà, je me retrouve effectivement dans un secteur industriel où je dois grandir, voilà, ou disparaître. Voilà, je dois grandir, je dois me mettre à la hauteur des attentes du secteur. Et alors cette première année, pour le coup, donc tes clients, ta clientèle, les restos, tu n'étais pas encore tapé à la porte de la grande distribution? Alors c'était des restaurants de quartier d'affaires. Alors je n'avais absolument pas tapé à la porte de la grande distribution parce que c'était pas tout à fait à ma portée de ce que je pensais. Et aussi je voulais, dans mon idée, je voulais fidéliser d'abord une clientèle de restaurants hors domicile où les gens pouvaient tester mon produit. Après, je mettais des petites PLV où il y avait l'histoire de la marque avec des petits proverbes sympas. Du moins, l'idée c'était de faire un peu vivre un peu le folklore africain à travers la marque. Donc, je veux dire, c'était plus par nécessité parce qu'au final, je ne pouvais pas simplement vendre la grande distribution. Les versions les plus accessibles, c'est les patrons de restaurants. Donc, c'est plus pour ça en fait. Au final, c'était les patrons de restaurants, donc j'y vais et je me dis, je vais construire la marque comme ça en 2-3 ans. Et après, demain, je vais aller dire à la grande distribution que le produit il marche bien dans les restaurants. On peut peut-être essayer de faire des tests et voir comment ça fonctionne. Et après aussi, je faisais aussi des événements, je faisais des marchés, je faisais parfois des soirées étudiantes, donc j'ai testé énormément de choses. Donc je faisais des soirées étudiantes dans le Gala École Centrale, où moi-même personnellement j'ai fait barman, où je vendais des produits, des cocktails à l'hibiscus. Donc on va dire, j'ai testé, ces derniers 6 jours, on m'a testé énormément de choses. Donc, que ce soit les soirées étudiantes, que ce soit la vente aux particuliers, que ce soit la vente dans les restaurants au porte-à-porte. Voilà, j'ai énormément testé de choses. Donc, ça m'a permis de sortir un peu de ma coquille, d'aller promouvoir, d'aller parler de ces produits-là, de cette Afrique-là que je vais montrer à travers ma marque. Est-ce qu'il y a, pour un petit peu situer la petitesse ou la taille de ce que tu as fait cette année, est-ce qu'il y a des valeurs chiffrées? Je peux te demander combien de bouteilles? Est-ce qu'il y a des repères comme ça? Alors, des repères que je peux vous donner. Alors, mon année de césure, en fait, j'ai commencé par des petites productions, on dirait de 3500 bouteilles. Après, maintenant, je suis en général sur des productions soit mensuelles, soit bimensuelles, soit trimestrielles de minimum 10 000 bouteilles, 10 000 à 15 000 euros. Si je commande en tout cas par 10 000. Après, pour ce qui est des chiffres, là, on va essayer déjà de terminer notre année. Donc l'actualité, en tout cas, c'est notre référencement régional. Donc dans la plupart ou la quasi-totalité des magasins Carrefour Market d'Île-de-France, on va pouvoir passer au moment bicelle-là. Donc les boissons sont au rayon snacking, petites bouteilles, au rayon boissons. Donc là, on est en train de gérer ce lancement régional-là. On attend le test Franprix de juin, juillet, septembre pour voir ce que ça a donné. Et aussi, on a un test qui s'est très bien passé avec Casino, donc on attend le référencement qui serait national. Donc, on va dire que cette activité, c'est ouvrir les verrous de la grande distribution pour derrière pouvoir avoir du volume. Après, le vrai challenge, c'est de fidéliser la communauté. Mais il faut la fidéliser bien sûr avant. Donc, c'est le travail qu'on a fait depuis cette année de césure-là, où j'ai rencontré énormément de monde. Parfois, j'ai des personnes qui m'interpellent lors d'animation, parce qu'ils avaient déjà goûté le produit. On va dire que c'est une vraie aventure et les entrepreneurs qui m'inspirent vraiment beaucoup, c'est Richard Branson avec sa marque Virgin, où derrière il a permis il a transféré au final sa personnalité à la marque Virgin. C'est modestement ce que j'aimerais faire à ma petite échelle à travers la marque BIS. D'où mon petit surnom BIS-Boss, petit jeu de mots, où moi je me déguise en girafe lors d'animation pour faire sourire les clients, ou même sur les réseaux sociaux où finalement je me tourne un peu en dérision. L'idée c'est de ne pas trop se prendre au sérieux, ça fait partie aussi de ma personnalité. Donc mettre ça en avant. Donc le vrai challenge pour nous, ça va vraiment être, là on a un peu plus de 200 magasins. Donc le vrai challenge pour nous, ça va être de passer le cap des 400 à 500 magasins d'ici la fin d'année et d'être rentable sur 2018. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Et commencer sur fin 2018, sortir de nouveaux formats, notamment les grandes bouteilles, la taille ça compte. Et derrière aussi lancer de nouveaux produits, donc ces trésors-là que j'ai promis, donc ils vont arriver. Lancer de nouveaux produits avec ces enseignes-là qui nous ont fait confiance. Parce qu'il faut voir que Carrefour, par exemple, on a passé plus d'1 an et demi quasiment à les démarcher. Et à commencer à vraiment avoir du volume conséquent, plus d'1 an et demi. Donc on est sur vraiment un business où il faut être très patient. Franprix pareil, avant d'avoir le test, il s'est écoulé 1 an, avant d'avoir le test de 50 magasins. Donc il faut vraiment être très très patient.
Donc du coup, je pense que cette patience-là d'ici fin 2017, elle va payer, je l'espère. Et si ça paye, bah là, 2018 sera une année, je pense, vraiment ambitieuse parce qu'on va on va être sur un cap de 700 à 800 magasins. Et avec les ventes qu'on fait, on pense sûrement être rentable et pouvoir investir dans de nouveaux produits, de nouveaux formats et pouvoir déjà conquérir la France, donc de nouvelles villes. Et après l'international, parce que le BIS, Ambition BIS en Allemagne, et BIS Unlock en Angleterre, et voilà, aussi en Espagne, Hasta la Vista. Voilà. Donc on va dire qu'on a sur les pays, on a des choses à faire. Parce que chaque fois d'aller dans une langue, on peut faire un jeu de mots, c'est qu'il peut y avoir une place pour le BIS, notamment en Allemagne, Bismarck, autophone Bismarck, Bisbal. Donc, il y a des choses à faire et de toute façon cet imaginaire africain, cette proximité culturelle africaine, elle est présente dans toute l'Europe, donc c'est ce qu'on va attaquer, mais on fera les choses pas à pas. J'aimerais vraiment avoir un développement plutôt organique, avec de la vraie rentabilité, des vrais clients, voilà, pour être indépendant. C'est une de mes valeurs d'entrepreneur. Être indépendant pour effectivement pouvoir m'amuser, parce qu'effectivement, quand on n'est pas indépendant, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Donc être indépendant, pour pouvoir voilà, guider, présider au destin du business. Donc ça c'est quelque chose qui m'importe vraiment fortement. Voilà. Donc même si évidemment j'ai fait rentrer des investisseurs au tout début, la création de l'entreprise en tant que telle, au moment où j'ai eu mon CABIS en 2015, je veux vraiment rester indépendant. C'est quelque chose qui me parle, ça fait partie de mes valeurs, il faut que je sois indépendant. C'est un vrai désir. Et pour ça, il faut que d'ici 2017, j'espère que vous me souhaitez, qu'on puisse avoir nos référencements. On est déjà sur une très bonne voie, on est déjà content. Et que sur 2018, en plus ces référencements, on puisse lancer de façon avec succès de nouveaux formats. Voilà. Donc l'idée c'est 2017 de rencontrer son public, 2015 c'était proposer de mettre la gamme en place, 2016 c'était commencer à entamer le démarchage de la grande distribution et se faire distribuer de façon plus large, et 2017 c'était valider les efforts menés en termes de prospection pour la grande distribution et trouver son public. Donc on va voir si d'ici 2017 on trouve notre public et qu'on arrive à briser les verrous de la grande distribution. Si on le fait, 2018, on pourra vraiment tenir la promesse de faire découvrir les trésors orientés en faisant cela. Je reviens à ta troisième